Voilà, chers amis, bonjour, bonjour à travers le monde. Je m'appelle Olivier, fidèle à vous, fidèle à ce travail que nous faisons d'éveil patriotique, de sursaut d'orgueil pour notre civilisation et également de commencer à changer les donnes dans ces pays, ces grands pays de Congo. Alors, avant que vous entriez et que nous ayons un certain quorum pour continuer cette émission, alors je vais quand même chanter une chanson parce que ça sera l'objet d'un des points que nous allons évoquer aujourd'hui. Beaucoup taralabino, mais en attendant, nazo yemba. Kamere tovandi na ye, mbula na mbula o, kabila tovandi na yo, mbula na mbula, papa na ye toyebi te, mama na ye toyebi te, bandeko na ye toyebi te, nzoka za Rwande. Uberwa tovandi na yo, mbula na mbula, kamere tovandi na yo, mbula na mbula, papa na yo toyebi te, mama na yo toyebi te, bandeko na ye toyebi te, nzoka za Rwande. Jeannette tovanda na ye, mbula na mbula o, Jeannette tovandi na yo, mbula na mbula o, papa na ye toyebi te, mama na ye toyebi te, bandeko na ye toyebi te, nzoka za Rwande. Vitale bovanda na ye, mbula na mbula o, Vitale tovandi na yo, mbula na mbula, papa na yo toyebi te, mama na yo toyebi te, bandeko na yo toyebi te, nzoko za Rwande. Joseph tovanda na ye, mbula na mbula o, Joseph tovandi na yo, mbula na mbula o, papa na ye toyebi te, toyebi te, ndeko na ye toyebi te, nzoka za Rwande. Kamere tovandi na yo, mbula na mbula o, kamere tovandi na yo, mbula na mbula o, papa na yo toyebi te, mama na ye toyebi te, bandeko na ye toyebi te, nzoka za Rwande. Kamere tovanda na ye, mbula na mbula o, kamere tovandi na yo, mbula na mbula o, papa na yo toyebi te, mama na yo toyebi te, bandeko na ye toyebi te, nzoka za Rwande. Voilà une chanson, j'ai pas une très belle voix, mais c'est juste un rappel, parce que beaucoup de gens, les Congolais sont amnésiques comme ils aiment bien s'appeler. Cette chanson, nous l'avons chantée il n'y a pas longtemps, nous la chantions à chaque fois que nous avons, nous avons eu de marches de soutien à la candidature de Étienne Tshisekedi Lumumba. C'est une chanson. Moi, j'étais un des animateurs principaux de marches ici au Canada. Donc, on a entonné cette chanson. Yaya, yaya, chiche, zongisaye na Rwanda. 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 Biso ba Congolais tolelio, zongisaye na oh, biso ba Congolais tolelio, zongisaye na Rwanda. Yaya Chichi est mort en écoutant cette chanson. Pourquoi le peuple congolais, nous sommes très amnésiques. Et je vois des personnes, comme je l'ai dit, je tiens à m'excuser hier du caractère émotif de ce que je disais, mais ça enlève, ça subtilise en rien ce que je disais. Et ce que je disais simplement est que nous ne devons pas accepter que l'amnésie entre dans le seuil de nos débats, dans le sens même de ce que nous combattons. Nous devons être des politiciens cohérents. Nous ne devons pas être des gens qui racontent n'importe quoi selon les événements du moment ou les intérêts du moment. C'est cela qu'on appelle l'opportunisme. L'opportunisme
en politique, c'est la capacité, l'habilité de se redéfinir par rapport à un intérêt particulier. Et surtout, souvent un intérêt personnel. Alors, on a chanté ces chansons. Est-ce que ces chansons ne valent plus la peine? Ce sont des choses que nous allons... ce sont des choses dont on se demande aujourd'hui, si vous voulez, l'efficacité. Alors, nous parlons pour le premier point de retour premièrement, Martin Fayulu, et nous avons vu hier de Vital Kamerhe et de Félix Tshisekedi. Bon, qu'est-ce qu'on va relever de ce retour? Bon, c'est Kinshasa, ce sont des mœurs de la ville de Kinshasa, d'accueillir des gens tout au long du boulevard et montrer leur sympathie à ces personnes et tout ça. Et c'est tout à fait naturel. On a vu Martin Fayulu qui est revenu alors qu'il a été élu candidat commun de l'opposition. Bien entendu, on a effectivement vu le désistement de deux personnes, à l'occurrence Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, et qui une semaine plus tard ont créé leur propre alliance, et de cette alliance qui s'appelle l'alliance, bon, on voit avec des t-shirts Fachivit ou quelque chose comme ça, et ils sont revenus aussi, ils étaient accueillis par leurs sympathisants, et bon, ça c'est un débat éphémère. Tout le monde a sa famille politique, même sa famille biologique ou sa famille tribale pour les accueillir. Donc c'est pas quelque chose d'exclusif. C'est normal lorsqu'on est un chef politique et qu'on a des gens qui sont drogués pour sa cause. Alors c'est normal. Alors on a vu ça. Et je pense que c'est un faux débat de discuter qu'il y a eu plus de gens, qu'il y a eu moins de gens. Ce qui compte le plus, est-ce que ces gens-là sont des électeurs? Est-ce que ces gens-là vont voter? Est-ce que ces gens-là peuvent traduire leur enthousiasme en bulletin de vote? Et ça, c'est quelque chose de capital qu'il faut dénoter. Nous connaissons tous qu'il existe ce qu'on appelle le phénomène Braley ou le syndrome de Braley, où pratiquement quelqu'un montre sa sympathie devant les caméras lors de sondages, mais pratiquement le jour de vote, et cette personne vote autrement que ce qu'elle avait dit lors des sondages. Donc nous ne fions pas nécessairement, si nous nous fions au sondage, Donald Trump ne serait pas président, Emmanuel Macron ne serait pas président, et même Barack Obama à l'époque n'aurait pas été président simplement parce qu'il émanait d'un groupe démographique qui n'avait pas totalement qui n'était pas le plus en vue. Alors donc les sondages sont un instrument très important pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans la société, mais ce n'est pas que les sondages en tout le temps déterminent la finalité d'une élection. Donc voilà. Donc, dans ce sens-là, on veut que les gens traduisent, les gens aillent voter d'abord. C'est très facile de sortir dans la rue, mais ce qui est plus important, c'est que d'être là le jour de vote et d'aller choisir le bon candidat, c'est-à-dire un candidat de changement, un candidat qui aussi a les capacités intellectuelles et les capacités morales et une vision claire de ce qu'il veut faire de la République. On ne peut pas choisir des gens sur base émotionnelle, tribale ou que sais-je encore, mais de choses qui sont plus ou moins rationnelles. Je comprends, beaucoup tombent dans l'irrationalité et parfois
ne donnent pas, ne choisissent pas les bonnes personnes. Donc, on doit absolument faire de sorte que nous choisissons la bonne personne cette fois-ci pour que notre pays puisse avoir un président digne. Nous ne pouvons pas avoir des présidents qui vont encore faire la honte de notre pays. Vous savez, ça fait plusieurs années que nous sommes la risée de la planète. Hein. On se moque de nous, on est un peuple comme ça, voilà, donc qui a des leaders médiocres. On se souvient du point de vue du président, je pense, du Sénégal de l'époque, qui a dit qu'il n'a pas trouvé des hommes d'État dignes de ce nom à l'époque. Voilà, donc nous sommes dans cette continuité de médiocrité et il y a des personnes comme moi et comme bien d'autres qui préfèrent autre chose, qui préfèrent faire un sursaut d'orgueil en avant pour trouver des personnes qui sont fiables et qui sont surtout cohérentes pour le grand changement que nous attendons tous. Alors ça, c'était le point de retour, voilà. Et le deuxième point, c'est l'unité. Beaucoup de gens m'écrivent, crient sur l'unité, 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 l'unité. L'unité, c'est la généralisation du chiffre 1. L'unité, c'est lorsque c'est fait avec des principes fondamentaux. Le premier est qu'il faut des personnes qui ont l'abnégation, des personnes qui sont capables de disparaître pour les autres. Et ce principe est très important parce que là où nous avons beaucoup d'orgueilleux, de personnes égocentriques, des personnes qui ne voient que leurs propres intérêts, donc c'est très difficile d'accoucher l'unité, et surtout lorsqu'on a des gens qui se passent supérieurs aux autres, des gens qui pensent qu'ils valent mieux que certains. Et tout ça, ça peut créer déjà des prérequis négatifs pour que nous établissons l'unité entre les gens. Et l'unité, et c'est aussi, ça doit sortir d'une certaine légitimité, c'est-à-dire les élections, c'est-à-dire les choix judicieux, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas, par exemple, dans les cadres contextuels, c'est-à-dire le choix de celui qui va représenter l'opposition congolaise, nous ne pouvons pas choisir quelqu'un qui n'a pas étudié. Ça, il faut qu'on se mette sur la tête que cette chose-là n'est pas normale pour des individus qui vivent au XXIe siècle. Nous devons faire une unité, mais sur des bases normales. Nous devons mettre quelqu'un qui a été voté et qui a des capacités avérées, c'est-à-dire les études, c'est-à-dire l'expérience professionnelle et la vie morale, la moralité. C'est comme ça qu'on choisit les grands leaders. C'est pourquoi vous voyez certains pays avancent plus vite que d'autres. Simplement, dans ces pays-là, ils choisissent des gens qui ont de l'expérience prouvée. Alors, il y a des personnes dans notre pays qui nous disent, ben voilà, on n'a pas étudié, mais il aime le Congo. Mais dites-moi, est-ce qu'on aimait un pays? Moi aussi j'aime le Congo. Est-ce qu'au moment actuel, suis-je la bonne personne pour être le président de la République? Ça, je ne sais pas. C'est à vous de déterminer. Mais moi, je pense que ce n'est pas encore mon temps. Et c'est ça l'abnégation, l'humilité qu'on doit découvrir ou voir dans les chefs des personnes qui veulent la magistrature suprême. Nous devons avoir des personnes capables de s'auto-mesurer par rapport aux enjeux et aux critères. On ne peut pas devenir président juste parce qu'on est aimé par certaines personnes. On ne peut pas devenir président sans diplôme.
En tout cas, au XXIe siècle, c'est impossible. Il y a plein de formations sur Internet aujourd'hui qui peuvent vous octroyer un diplôme, un certificat, un graduat, un diplôme de graduat, tout ça en 2 ans, 3 ans. Donc ce n'est plus acceptable, surtout au plus haut niveau de la République, de mettre des gens sur base des émotions fortes que nous ressentons pour ces personnes. C'est inacceptable. Alors, pour avoir l'unité de, si vous voulez, nous avons été à Genève, il y a une personne qui a été choisie. Ça, je parle de gens qui font partie de ce groupe-là, de cette personne qui avait d'ailleurs exclu d'autres leaders d'envergure, notamment Noël Tchani, notamment Pasteur Ngoyi, notamment Madame Ifoukou, des gens aussi capables intellectuellement, mais qui ont été exclus sur base justement de cette façon de mesurer les choses en RDC, c'est-à-dire ouais, je suis populaire, je suis populaire. Mais la popularité, on a vu aujourd'hui Martin Fayulu qui était connu, qui a un passé avéré en termes de militants, tout ça, et à qui on donnait une popularité moindre que les autres. Aujourd'hui, si vous comparez par exemple les deux foules d'hier et pour une nouvelle personne, on voit clairement qu'il y avait plus d'engouement sur Martin Fayulu qu'il y a eu sur les autres. Donc la popularité, c'est une notion qui peut paraître aussi relative, dépendamment de ce que le peuple veut en ce moment. Alors, vous voyez, donc si vous voulez avoir l'unité, il faut accepter les élections. Il faut accepter que les choix des autres. Il faut accepter des critères. Les critères de choix d'un président ne peuvent pas être simplement la popularité. Edingo est très populaire. Boketu Premier est très populaire. Kanza Ursus était très populaire. Makoukou Aziz est très populaire. Alors il faut pour autant qu'il devienne président de la République. Je pense que Jibem Piana, souverain premier, est très populaire. Werason, il est aussi populaire. Alors, est-ce que la popularité, c'est vraiment ça voilà. Et la popularité, comme je dis, il y a une nuance entre aller voir quelqu'un, par exemple, sur la rue, en train de faire, c'est comme des caravanes, on voit ça ici, faire des caravanes avec une personnalité, et d'aller, par exemple, donner 20 $ de contribution à ces partis politiques. Si la popularité dont on parle le Congolais c'est traduisait par un soutien de masse réel, les partis politiques en RDC auraient dans leur compte de millions et des millions de $. Nous voyons nettement et véritablement que, par exemple, à l'occurrence, l'UDPS n'a pas d'argent. Et nous avons vu comment un président d'un des plus grands partis, selon leur propre dire, recevoir une somme de 1000 € en Belgique pour la campagne électorale. Donc c'est très grave. Dans d'autres coins, quand on parle de grands partis politiques, on parle en termes financiers, en termes de contribution de membres. La force d'un groupe politique, d'un groupement politique, c'est la capacité de réunir de fonds. La capacité pas seulement d'avoir des sympathisants dehors en train de marcher, de crier, mais les caisses doivent être pleines. Si vous avez 10 millions de Congolais qui vous suivent, et que ces 10 millions mettaient 5 $, donc si vous êtes réellement populaire, comme Michael Jackson était très populaire, et on voyait très clairement comment partout il allait, les sacs se remplissaient et les billets d'entrée étaient à 40-50 $. C'est ce qui traduisait que Michael Jackson avait une très bonne vie parce que ses fanatiques
traduisaient leur amour pour lui en termes monétaires, c'est-à-dire par l'achat des billets, par l'achat de disques, par l'achat de autres tenues vestimentaires avec son effigie, tout ça. C'est ça la traduction réelle de la popularité. Donc la popularité, ce n'est pas être dehors où c'est gratuit. La popularité pour les partis politiques, c'est la contribution de membres. C'est la force économique de ces partis. Aujourd'hui, nous savons aussi véritablement que les élections se gagnent aussi, pas simplement à cause de présomption de popularité, mais également à cause de la campagne électorale qui demande, qui nécessite l'emploi de beaucoup, l'utilisation de moyens financiers et des logistiques pour justement faire passer les messages idéologiques de ces partis. Donc si nous voulons l'unité, nous devons reconnaître les faiblesses et les prouesses et les attributs et les qualités, les vertus des uns et des autres. C'est impossible de créer une unité sur de bases mensongères ou bien présomptionnelles, des bases tribales, des choses comme ça. Nous ne créerons jamais l'unité. Et je vais rappeler aussi un incident très important des élections de 1960. Même le grand Lumumba, le père principal de notre indépendance, même Lumumba avait besoin de constituer ce qu'on appelle une alliance politique, qu'on a appelée à l'époque l'alliance Anamongo, et qui l'a aidé à avoir le plus de voix pour accéder au poste de Premier ministre. Donc, nous voyons encore une fois que, quelle qu'en soit sa grandeur, quel qu'en soit qu'on pense qu'on est plus que les autres, on a toujours besoin du plus petit qu'il soit. Et Lumumba, le père principal de notre indépendance, les savait. Et même le père de l'indépendance les savait aussi, bien que ils étaient appelés à la table ronde de Bruxelles, mais ils ont exigé la participation de Lumumba, qui était alors incarcéré, pour que justement qu'il fasse partie de la délégation, et rien n'avait démarré jusqu'à son arrivée. Voilà des exemples historiques de notre pays, comment nous créons l'unité. Donc l'unité, c'est créé lorsqu'il y a abnégation, lorsqu'il y a humilité, lorsqu'il y a des critères objectifs, c'est-à-dire que dans le cadre de Lumumba, c'est lui qui détenait un peu la vision de l'indépendance. C'est lui qui avait un peu un ressentiment qui était énorme par rapport à la colonisation. Donc, ses pairs ont compris cela, et c'est pourquoi il a été propulsé avec unanimité au départ comme leader du groupe. Donc, vous voyez, il y a des critères objectifs. Ce ne sont pas des critères sur des bases régionales ou des bases émotionnelles ou sur des bases, voilà, où on a aussi en RDC, excusez-moi, on a aussi en RDC des personnes qui pensent que si ce n'est pas eux, ça ne peut pas être les autres. Donc, la politique doit être exclusivement dirigée par eux. Alors, dès lors qu'on choisit une autre personne pour le remplacer ou faire l'intérim, tout ça, donc cette idée-là est mauvaise, parce que ce n'est pas nous. Et nous avons une légitimité, et comme je l'ai dit, la légitimité populaire n'est réelle que lorsque elle s'est traduite par des contributions financières. Aujourd'hui, nous avons écouté comment Vital Kamerhe faire appel
à Moïse Katumbi de venir avec eux parce que voilà, donc ils veulent utiliser le moyen financier de ce monsieur que je respecte. Hein. Vous savez, j'étais très dur envers Moïse Katumbi. Et aujourd'hui, en regardant les comportements des uns des autres, j'ai compris que cet homme qui donne de l'argent, cet homme qui était à la base de Genval pour créer justement cette unité, qui créait un engouement pour remettre l'opposition sur les rails, tout ça. Et cet homme a été vilipendé par les mêmes personnes à qui il a donné ses soutiens financiers, moraux, ses soutiens amicaux, ses soutiens idéologiques, ses connaissances du terrain, tout ça. Mais Moïse Katumbi a été toujours vilipendé par les mêmes personnes à qui il octroie ses services. Donc vous voyez, alors aujourd'hui, je ne dis plus du mal de cet homme, je le respecte. C'est être bon comme ça, aider les gens et recevoir des insultes du matin au soir par des gens, aujourd'hui on le voit, incohérents, qui sont avec Vital Kamerhe, qui autrefois on nous disait qu'il fallait qu'il rentre au Rwanda, qu'il était un menteur, qu'il était une personne avec une histoire politique et personnelle remplie de mensonges de toutes sortes. Et aujourd'hui, voilà, on avalise cette personne, voilà, donc, et puis on va dire que, bon, voilà, nous sommes infiltrés par le Rwandais, tout ça, et voilà, mais nous voyons, l'histoire retiendra aujourd'hui par quelle porte ces Rwandais sont venus en termes politiques. Je ne parle pas de Rwandais en termes militaires, c'est-à-dire les Roubaix-Rois et les autres, mais en termes politiques, c'est l'UDPS qui est le premier parti de l'opposition à faire entrer une personne qui a un passé sulfureux, et comme je l'ai dit, avec autant de mensonges que vous voulez. C'est à vous de faire des recherches parfois. Il ne faut pas toujours mettre la barre haute pour moi, mais pour vous aussi, vous devez aussi faire vos propres recherches. Comme ça, nous serons sur le même diapason et nous serons capables de nous comprendre respectivement. Donc voilà. Donc pour atteindre l'unité, je finalise, il faut reconnaître que Vital Kamerhe est de mèche avec Kabila. Vital Kamerhe est de mèche avec Kabila. C'est vraiment triste que les Congolais n'apprennent pas de leur histoire. Vous avez chanté Kamerhe tovandi naye, mbula na mbula. Papa na ye toyebite, mama na ye toyebite, bandeko na ye toyebite, nzokaza rwandais. Vous avez dit ça vous-même. Vous avez dit qu'il était un sujet rwandais. Et nous savons aujourd'hui la guerre que nous menons politiquement, l'acharnement que notre pays a par rapport à ces minéraux, ça vient du Rwanda. Et est-ce que nous avons réellement des notions de sécurité nationale? Est-ce que nous avons compris les enjeux? Dans quel problème réellement le peuple congolais se trouve? Est-ce que nous avons le souci de ce qui se passe à l'est du pays? Est-ce que nous réagissons réellement par rapport aux élections? Plutôt par rapport au viol de femmes? Est-ce que nous avons des sentiments? Notre frère Mukwege va décrocher son prix Nobel de la paix bientôt. Est-ce que nous savons pourquoi ce prix Nobel de la paix lui a été donné? Donc ça, ce sont des questions que nous devons nous poser avant de commencer à faire des alliances. Kamerhe a toujours été un diviseur de l'opposition. Lorsque vous choisissez A, lui il fait le B. Quand vous faites le B, il fait les A. Et c'est un monsieur qui est là. Historiquement, ce n'est plus quelque chose qu'on s'en cache.
c'est quelqu'un qui vient pour diviser. Alors, vous voulez avoir l'unité, il faut choisir aussi les bonnes personnalités. Vous ne pouvez pas choisir des personnes qui sont nourries par vos adversaires politiques. Vous ne pouvez pas choisir des personnes qui sont de mèche avec vos adversaires politiques. C'est vraiment une naïveté historique. Voilà, le peuple congolais, nous en sommes des récidivistes dans nos naïvetés historiques. On revient toujours à la bêtise, on revient toujours aux mêmes erreurs. Et pourquoi? Parce que nous ne sommes pas réceptifs aux critiques. Lorsque des gens comme Bolia, des gens comme Timothée Chaumba, de gens par exemple Pasteur Condé aux États-Unis, des personnes comme El Kozongia au Canada, de gens comme Flore, la diva en Belgique, de personnalités de haute facture condamnent certaines choses. Il faudrait que nous soyons capables d'être réceptifs aux critiques. C'est très important que nous soyons des gens qui sont réceptifs aux critiques. Quand quelqu'un n'écoute pas, quand quelqu'un n'est pas capable d'écouter, quand quelqu'un n'est pas capable d'écouter les autres, or les leaderships, c'est les oreilles. Quand vous allez pour faire tomber votre propre république, vous prenez des décisions qui vont dans le sens de mettre en péril la souveraineté nationale, la sécurité nationale. C'est grave, chers amis, c'est grave. Et que quand on a le peuple qui soutient de telles gymnastiques, de telles choses, alors là, on doit être conséquent avec l'avenir lorsque nous aurons de production de malheur dans notre pays, encore des génocides avec les infiltrations rwandaises. Aujourd'hui, on a pratiquement un sujet dont on ne connaît pas beaucoup, bon, on connaît beaucoup par rapport aux mensonges, et qui se retrouve là où il ne devrait pas être, là où le plus grand secret de notre pays se discute. Donc, pour mon avis, c'est très grave. Alors pour moi, j'ai toujours pensé que l'unité doit être conçue, faite dans la vérité. C'est seulement dans la vérité qu'on arrive à créer l'unité. L'unité, on ne peut pas faire ça en soutenant des gens sur de bases tribales. L'unité ne peut pas être lorsque vous avez quelqu'un qui n'a pas étudié, qui n'a pas un diplôme d'État, et vous le comparez à quelqu'un qui a une licence en sciences économie et qui a une maîtrise à San Francisco. On ne peut pas construire l'unité dans des cas comme ça. L'unité ne se construit pas lorsque vous faites une élection et après vous dites que bon voilà, nous ne sommes plus d'accord avec les résultats de l'élection. Alors, qu'est-ce que nous avons, je dirais, à apprendre à Kabila ou à Shadari, Ramazani, lorsqu'ils vont essayer de tricher aux élections? Qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire, ce sont des tricheurs. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de respecter le moindre engagement et que nous prenons de manière arbitraire, c'est-à-dire libre et solennelle devant les gens, je pense que nous ne sommes pas habilités pour être dans le terrain politique. Un homme politique, c'est un homme cohérent. C'est un homme qui justifie ses positions, et ces positions ne sont pas itinérantes sur base émotionnelle, mais ça doit être soutenu par des convictions. Mais ce qui est très important est que lorsque tu t'engages à quelque chose, il faudrait
montrer quand même à la face du monde qu'on a de la hauteur politique. Donc la légitimité, c'est les élections. On ne peut pas, ça je le dis, la main dans le cœur, on ne peut pas renier une élection. Les grandes démocraties dont on envie la gestion du pays, on envie la gestion des élections, tout ça, ce sont des pays qui respectent les élections, qui respectent les résultats d'élections, qui savent qu'on peut perdre une élection aujourd'hui et gagner dans 4 ans selon les cycles électoraux particuliers de ces pays. Perdre une élection, ce n'est pas la fin du monde. C'est quelque chose que les Congolais doivent comprendre. Les élections reviennent toujours. C'est un cycle. C'est pourquoi vous entendez parler de cycle électoral. C'est-à-dire qu'on fait les élections, on perd, on gagne, on revient dans 2-3 ans pour en faire d'autres. Donc perdre une élection ne constitue pas la fin d'une carrière politique. Mais l'incohérence, pour moi, c'est très grave quand on est un homme politique ou une femme politique et on ne sait pas montrer à la face du monde qu'on est capable de soutenir ses propres productions politiques, c'est-à-dire sa signature, ses engagements politiques, tout ça. On doit être capable de le faire si on veut être un chef politique respectable. Alors, le dernier point que je vais aborder, c'est le point de troupes américaines à Brazzaville. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que, d'ailleurs, vous avez vu la réaction de la mère Mende et de son gouvernement. Plus tard, ils n'aiment pas cette présence. Ils savent pourquoi ils sont là. Nous le savons aussi. Et ce n'est pas un secret. Et moi, j'aime que ça a créé une sorte de psychose chez les kabylistes qui ont peur. Ouais, ils ont peur à raison. Ils ont peur à raison parce que les troupes américaines, je n'aimerais pas étaler beaucoup de secrets sur leur présence là-bas. Moi, j'ai vécu aux États-Unis 13 ans. Je connais très bien la politique américaine. Je sais pourquoi ils sont là-bas. C'est une très bonne nouvelle. Et je profite même pour féliciter l'administration américaine d'avoir envoyé ces troupes là-bas. Et ils sont là pour faire un bon travail. Un travail juste. Vous savez, je vais finir peut-être par... moi, je suis chrétien, hein, je suis un croyant. Et je crois que quelque part dans la vie, même vos ennemis, même les gens qui autrefois n'étaient pas pour vous, il y a un moment où Dieu met tous ces gens-là ensemble pour vous aider. Et c'est le cas de la RDC aujourd'hui. Nous sommes en train de connaître de moments importants en termes spirituels, en termes de cadeaux que nous recevons. Oui, ce sont des cadeaux, mais il faut comprendre que ça dénote, ça émane du fait que pendant des années, nous aussi, nous nous sommes mis au travail pour justement mériter les cadeaux, bien que ça dénote de la gratuité, mais c'est aussi le fruit du travail que le Congolais de tous bords, du nord, du sud, de l'ouest, du centre, ont fait pendant toutes ces années. Parce que nous sommes souvent débordés par les débats des personnalités. Moi, je n'aime pas trop ça parce que moi, je ne suis pas dans les cultes de la personnalité. Il n'y a aucun Congolais que j'aime plus que Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de Congolais que j'aime plus que Dieu. Moi, j'aime les gens, j'aime les idées des gens, mais je ne suis pas coffré dans la vie personnelle de cette personne. Je ne pense pas qu'il y ait de personnes comme le menteur Vital Kamerhe disait, quand il critiquait Tshisekedi, il disait que moi je ne crois pas qu'il y a un Messie au Congo, qu'il y a une personne
Mais aujourd'hui, il nous dit que, bon, voilà, Félix Tshisekedi était... Bon, voilà, vous voyez, des contradictions comme ça dénote de l'incohérence et des mensonges et de l'instabilité, même psychique parfois. Alors, pour nous croyons que dans notre combat que nous faisons, nous ne pouvons pas tout faire. Et parce que le combat du Congo, c'est un combat qui est vaste. Nous avons plusieurs ennemis, nous avons plusieurs fronts. Nous avons le front terrestre où pratiquement nous voyons les armées étrangères de l'Ouganda, du Rwanda et parfois du Burundi faire des entrées ou contrôler certaines zones minérales en RDC et tout ça. Et nous avons un front qui est aussi diplomatique où nous avons nos adversaires qui sont même devenus des secrétaires généraux, le secrétaire général de la francophonie, justement pour utiliser cet instrument de propagande internationale contre nous. Et nous avons le front économique où pratiquement les multinationales, parfois certaines organisations économiques, organismes économiques mondiaux, la Banque mondiale, la FMI, tout ça, et qui parfois sont de mèche avec nos adversaires, tout ça, mais nous voyons que cette situation est en train de se transformer. Cette perception du Rwanda innocent avec leur faux génocide, vous savez, ces génocides-là, il y a eu plus de Hutus qui sont morts que des Tutsis. C'est éprouvé par l'université, les recherches faites par des éminents professeurs de l'université de Chicago. Donc, ils ont utilisé ces génocides pour justement faire beaucoup de bêtises dans l'Afrique de l'Est et sous le silence de la terre entière parce que elle se disait que voilà, ils étaient victimes donc tout ça, ce sont des choses réelles auxquelles nous sommes confrontés. Donc on doit travailler sur tous ces fronts. Mais heureusement aujourd'hui, la perception, beaucoup de perceptions, de mensonges qui ont été véhiculés spécialement par le Rwanda, qui a une anthropologie, si vous lisez le livre de Péon, de menteurs aussi, c'est qui, par voie d'association, vous pouvez mettre, si réellement Vital Kamerhe est rwandais, donc ça s'expliquerait aussi son inclinaison à dire de mensonges sans avoir peur des conséquences. C'est une mythomanie jamais vue dans l'histoire de notre pays. Donc, les bonnes choses arrivent, les troupes américaines sont là pour nous, il faut les soutenir, il faut soutenir leur présence et ils feront beaucoup de choses, ces troupes, elles feront beaucoup de choses pour nous et voilà. Et c'est pourquoi la psychose est dans à Kingakati présentement, parce qu'ils savent que ces gens-là vont nous aider durant ces périodes dures. Vous savez, l'histoire des États-Unis, c'était un pays qui aidait les autres pays à trouver leur indépendance. Aujourd'hui, nous parlons de l'occupation des institutions congolaises par des sujets étrangers. Et je pense qu'avec l'unité, la vraie unité, c'est sur base de principes. Nous combattons Chadari, nous combattons sa succession, la succession de Kabila, nous combattons l'infiltration de notre gouvernement, nous combattons l'infiltration de notre circuit économique, nous combattons la gabegie politique, nous combattons la pauvreté ou le manque de l'éducation, des infrastructures pour l'éducation pour nos enfants. Nous combattons l'absence de couverture de santé pour l'ensemble des populations. Nous combattons bien entendu le sous-développement qui est répandu dans toute la République, et que tu sois Mongala, Mouswahili, Moluba, Congo, et je pense pas qu'il y a un peuple qui vit dans le bonheur que les autres. Donc nous devons restaurer cette façon de voir les choses, c'est-à-dire de combattre exclusivement pour le bien fondé, les choses perpétuelles, les choses universelles.
Moi, je vous dis toujours que la connaissance n'est pas pour un seul pays. La connaissance est universelle. Les choses qui sont applicables dans tous les mêmes choses sont applicables dans tous les pays du monde. Donc, on doit essayer de travailler là-dessus. Donc voilà, félicitons les Américains d'avoir envoyé ces troupes. Et ces troupes seront là et je vais vous dire au moment opportun quelles sont les choses que nous pouvons attendre de ces troupes américaines. Bien de bonnes choses, des miracles. Ces gens-là, ils ont la haute technologie. Je vous donne seulement quelque chose. Ils sont les maîtres de la haute technologie. Ils sont là pour quelque chose. Merci beaucoup, merci à vous tous, merci Diane, Clarisse, à Washington, merci à toutes les personnes qui me suivent, merci pour votre fidélité. Nous faisons ceci pour les pays, nous ne faisons pas pour un groupe. Moi, je ne travaille pas pour des groupes, pour ceux-là qui me connaissent, je ne travaille pas pour des groupes, je ne représente aucun groupe. Je suis un activiste politique de renom. Vous connaissez mes activités. Ça fait des années que je fais ça. Et je suis là juste pour remettre les pendules à l'heure, pour dire aux Congolais quelles sont les vérités qu'ils doivent savoir dans l'idée de reconstruire leur pays. Mais nous devons le faire avec maestria, avec sagesse et avec beaucoup d'humilité. Voilà, l'humilité précède la gloire. Vous voyez tous ces leaders qui tombent au ridicule, c'est parce qu'ils n'ont pas d'humilité. L'humilité, c'est être réceptif aux critiques. Il faut être réceptif aux critiques. Quelqu'un qui ne critique pas n'échange pas. Quelqu'un qui n'accepte pas d'écouter les critiques des autres n'ira pas loin. Alors voilà, c'est... Bref, je finis par là. Oui, merci Diane, Clarisse, très content de savoir que tu étais de nôtres. Et à tout le monde, je remercie toutes les personnes qui continuent de me donner cette attention. Je ne suis pas le meilleur, mais j'aime le Congo et j'aime les Congolais. Alors, que Dieu bénisse notre civilisation. À la prochaine, Olivier Bolia.